Là, bonjour à tous ceux qui sont déjà là. Bonjour Caroline, bonjour Jérômine. Est-ce que les personnes qui sont présentes peuvent nous confirmer dans le chat que vous nous voyez, bonjour Nolwenn, que vous nous voyez et que vous nous entendez? Il y en a qui ont l'habitude, ils vont me dire son et vidéo OK. Waouh, on a même le Brésil avec nous, c'est dingue. Vidéo et son OK. Merci Patricia. Oui, Patricia est une habituée. Top. Bah, un grand merci pour les confirmations. Alors, du coup, donc je suis Lilia Rechetniak. Je vais me présenter d'une manière plus conséquente dans quelques temps, et je suis donc ici avec Camille Benoît, qui est psychiatre pour enfants et adolescents, et on est toutes les deux passionnées et spécialisées sur la neurodiversité, donc on va en parler. Ce que je vous propose, c'est... Merci beaucoup pour toutes les confirmations que le son et vidéo sont OK, top. Ah, bonjour Anne. Ce que je vous propose, c'est que on se présente avec Camille. Camille, tu commences, j'enchaîne. Et ensuite, on va commencer avec les questions, la discussion. Et surtout, rappelez-vous que dans le chat, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Soit on y répond dès qu'on voit la question, ou alors on réserve un temps à la fin pour répondre aux questions, remarques, partages, témoignages, etc. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà, Camille, je te laisse te présenter. Ok, donc Camille Benoît, je suis médecin psychiatre, je travaille à la Pitié-Salpêtrière et également en libéral. Donc je suis avant tout médecin psychiatre pour enfants et adolescents, et j'accompagne aussi des jeunes adultes et adultes. Et beaucoup de ces patients me consultent pour des problématiques en lien avec les apprentissages, donc ce qu'on peut appeler de la neurodiversité. Donc j'ai aussi bien des jeunes qui viennent parce qu'ils ont un trouble 10, parce qu'ils ont un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, parce qu'ils ont une problématique type syndrome d'Asperger qui les met en difficulté dans leur scolarité, ou encore certains jeunes à haut potentiel qui peuvent rencontrer parfois aussi des difficultés. Voilà, donc j'ai l'habitude d'accompagner ces jeunes, et j'ai créé il y a 4-5 ans en gros donc une structure qui s'appelle psyadom.com, qui accompagne des jeunes et moins jeunes, mais en tout cas donc autour des apprentissages, du CP aux études supérieures, et également des adultes dans le monde de l'entreprise qui auraient des difficultés dans l'apprentissage ou dans leur travail en lien avec ces problématiques-là, ou plus largement en lien avec des problématiques psychoaffectives, d'anxiété, de refus scolaire anxieux, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre à chaque jeune qui pourrait avoir des difficultés dans leur scolarité de les accompagner pour les dépasser, pour qu'ils puissent être plus autonomes et plus sereins dans les apprentissages et dans le vécu scolaire ou le vécu professionnel. Top. Merci beaucoup Camille. Alors à mon tour, je suis donc Lilia Rechetniak. J'ai cofondé une société qui s'appelle Ipipine il y a 3-4 ans. En gros, comme tu as dit pour Psyadom, en gros 3-4 ans. Donc je l'ai cofondée avec mon associé Hervé Ferraud. Et on est parti de plusieurs constats. Alors moi j'avais déjà quelques années, Hervé aussi, on a tous les deux quelques années d'entrepreneuriat à notre compte. Alors lui beaucoup plus que moi en plus. Et moi je venais de me faire diagnostiquer avec des troubles du spectre autistique en potentiel et l'hypersensibilité. J'ai pas de diagnostic, mais je pense l'être. Enfin voilà, on le sait en général. Et du coup, m'adresser à ce public, alors plutôt dans le contexte du travail, pour le coup, c'est là où on est très complémentaires avec Camille, c'était la seule chose qui avait du sens pour moi, et c'est là-dessus que j'ai commencé à réfléchir en fait à comment mieux favoriser l'inclusion de la neurodiversité dans le travail. Et quand j'ai rencontré Hervé, il a complété cette vision avec des services complémentaires à ceux auxquels j'avais pensé. Donc aujourd'hui, nos clients principaux sont les entreprises. Donc on fait, comme ces webinaires-là, on fait aussi des choses pour les particuliers, bien évidemment, puisque c'est indissociable. Et ça fait plus de 3 ans qu'on est officiellement créé. L'équipe grandit, et
dès que je fais pas mal de conférences et de formations en entreprise, et dès que j'en fais une, à la fin, il y a toujours, ou même pendant parfois, des personnes qui me posent beaucoup de questions sur les enfants. Et alors, mon enfant, il correspond à ce que vous avez décrit, où est-ce que je peux le faire diagnostiquer et comment est-ce que je peux l'aider à mieux apprendre, etc. Et donc, Camille, on se connaît depuis quelques années, je pense, depuis peut-être trois ans. Moi, je dirais. Ouais, 3-4 ans. Et voilà, on a toujours su qu'on serait complémentaires. On a toujours voulu faire au moins un petit truc ensemble. Donc, ce webinaire, c'est la parfaite occasion. Et pour parler de vos enfants. Et donc, du coup, ma première question, Camille, c'est celle qu'on. Alors, elle est peut-être générale et elle couvre probablement tout le sujet du webinaire, mais tu vas m'aider à orienter un peu la discussion. Quelles sont les difficultés qui sont vraiment liées au caractère atypique? Les difficultés, j'entends dans l'apprentissage, à l'école. Ouais. Alors, je vais répondre de manière assez large, mais du coup, j'en profite, toi, ou bien les personnes qui participent à cette conférence aussi, de poser des questions peut-être plus précises. Parce qu'il y a tant à dire. Donc, je vais répondre avec ce qui me vient à l'esprit, mais n'hésite pas à me faire préciser certains points si des points te semblent plus pertinents. En tout cas, il y a deux choses dans les apprentissages ou dans le travail. Il y a d'une part apprendre, être efficace dans son travail, répondre aux attentes académiques ou professionnelles de son milieu. Et puis après, il y a le vécu aussi et l'intégration dans le milieu. Et concernant les jeunes, donc au sens très large, et donc je vais être caricaturale sur certains propos, mais à titre didactique. Et d'emblée, un avertissement, c'est que ce que je vais présenter ici, c'est des choses qu'on peut retrouver aussi chez les personnes neurotypiques qui peuvent aussi avoir des difficultés, même sans être dans ces diagnostics de 10, etc. Mais globalement, de manière un peu caricaturale et schématique, on pourrait dire qu'il y a d'une part le vécu. Et quand on a des difficultés pour répondre aux exigences scolaires à l'école, on peut se sentir mal à l'aise, on peut parfois être rejeté ou subir des remarques désagréables de ses pairs ou de ses enseignants. Donc, ça peut avoir un impact sur l'intégration scolaire. Et je pense notamment aux élèves en primaire. Quand un élève en primaire a du mal à suivre le rythme, qu'il est toujours le dernier à terminer, voire qu'il reste en classe pendant la cour de récréation parce que lui doit terminer à copier le cours qu'il n'a pas pu faire parce qu'il est lent à l'écrit, par exemple dans le cadre de la dyspraxie ou de la dyslexie, et ben ce jeune va louper certains temps de récré, il va peut-être être un peu stigmatisé. Enfin, ça peut avoir un impact comme ça sur le vécu et sur l'intégration dans l'ambiance et dans le système classe. Et je pense que c'est des choses aussi qu'on peut retrouver dans le monde professionnel, en tout cas avec les patients adultes que je rencontre. Ça peut aussi avoir un impact quand on n'arrive pas à répondre aux exigences, qu'on n'arrive pas à être efficace, qu'on n'arrive pas à répondre aux attentes des collègues. Ça peut aussi avoir un impact sur l'intégration. Donc, juste un petit aparté, parce qu'on va surtout parler des apprentissages, mais la question de l'intégration et du vécu peut être aussi délicate et il faudra toujours la prendre en compte ou en tout cas rechercher comment se passe l'intégration de cet enfant, est-ce qu'il se sent bien dans sa classe, etc. Quelle est la relation qu'il a avec son enseignant et ainsi de suite. Ensuite, en termes d'apprentissage, donc peut-être avant de définir ça, revenir un tout petit peu en arrière en rappelant très succinctement ce que sont ces troubles entre guillemets. Je vais pas revenir, ça serait trop long, mais trouble, c'est pas un terme qu'on va toujours utiliser, notamment dans le cadre du haut potentiel. C'est pas reconnu comme un trouble. Il s'agit pas en tout cas, c'est pas dans les entités nosographiques. Peut-être qu'un jour, certains types de haut potentiel le seront, mais en tout cas aujourd'hui, on ne parle pas de trouble. Pour ce qui est du fonctionnement Asperger, on ne parle pas. Donc, d'un point de vue médical, on est dans les troubles du spectre de l'autisme. Mais quand on discute avec des personnes avec un fonctionnement type Asperger, tout le monde ne se retrouve pas dans cette appellation de trouble. Mais ça, Lilia, tu pourras peut-être en dire plus. Mais pour faire simple, quand il y a des particularités au niveau neurodéveloppemental, donc ces jeunes qui n'ont pas tout à fait le même fonctionnement que les autres, que ce soit au niveau de l'attention, dans le trouble de l'attention, que ce soit au niveau de la lecture, dans la dyslexie, que ce soit au niveau de l'écriture, dans la dyspraxie, en gros, ce qui se passe, c'est que ces jeunes vont avoir plus de mal à automatiser certaines compétences. C'est-à-dire que, pour faire simple, si je prends l'exemple de la dyspraxie, donc il y a un trouble des praxies des gestes fins, de l'automatisation des gestes fins, avec un impact au niveau de l'écrit. Un enfant
qui arrive au CP, écrit difficilement, et puis avec un peu d'entraînement, il va réussir à écrire vite et bien. Un jeune qui a une dyspraxie, il va avoir beaucoup plus de mal. Il va avoir du mal à automatiser ce geste, il va avoir du mal à écrire vite, il va avoir du mal à écrire vite et bien, il va avoir des cours parfois qu'il n'arrivera pas à relire, il va rendre des devoirs qui seront parfois mal écrits ou un peu brouillons ou avec une écriture peu lisible, ce qui peut avoir du coup un impact sur leur performance. Ils vont avoir des moins bonnes notes parce qu'ils n'auront pas terminé leur contrôle, parce qu'ils vont avoir des points en moins, parce que le travail n'est pas bien présenté, ce genre de choses. Et en gros, ce qu'il faut retenir pour tous ces troubles, c'est ce défaut d'automatisation qui fait qu'il y a certaines compétences qui vont pas se mettre en place aussi vite que pour d'autres. Et ça va avoir beaucoup d'impact. D'une part, parce que le jeune va être plus lent. Donc, il va avoir du mal à terminer son travail. Parfois, quand il rentre à la maison, il y a des cours incomplets et ça va prendre beaucoup de temps pour les parents de récupérer les cours auprès d'autres camarades et ensuite de demander au jeune de finir de copier ses cours à la maison. Donc, ça lui prend du temps de travail en plus, sachant que les devoirs pour lui vont être plus longs parce qu'il travaille plus lentement dans certains domaines pour écrire ou pour lire en fonction de son trouble. Donc, cette question de lenteur est importante. Ça va avoir donc un impact sur le fait que ça va prendre plus de temps et donc il va avoir moins de temps pour se détendre, pour les loisirs, etc. Par ailleurs, cette question de lenteur va avoir un impact sur les performances parce que s'il termine pas ses contrôles, il va avoir des points en moins. S'il termine ric-rac à la dernière minute, il n'aura pas le temps de se relire et donc il y a des fautes qu'il va pas pouvoir corriger. Donc il risque d'avoir des performances moindres, ce qui va jouer évidemment sur sa confiance en soi scolaire, son estime de soi scolaire, etc. Il risque de se dire je suis nul, je suis pas capable, à quoi bon? Donc ça peut avoir des impacts comme ça au niveau affectif qu'il faudra prendre en compte. Et en plus de cette lenteur et de cet impact sur les performances, il y a la fatigabilité, parce que quand on fait que travailler et quand c'est très coûteux pour bien lire, pour bien écrire, qu'il faut vraiment mobiliser beaucoup, beaucoup d'attention, et ben, ça engendre une fatigabilité, ça engendre de la pénibilité et surtout, ça rend moins disponible pour faire autre chose parce que toute mon attention, si j'ai une dyspraxie, toute mon attention va être mobilisée sur mon geste d'écriture. Je vais être très, très concentrée à comment je dois former mes lettres. Ou si j'ai une dyslexie, toute mon attention va être mobilisée sur comment est-ce que je déchiffre les mots, comment j'assemble les lettres. Et du coup, j'aurai plus de jus, entre guillemets, je n'aurai plus d'attention pour autre chose. Je n'aurai plus d'attention pour réfléchir au contenu de ma réponse, pour écouter le prof qui est en train de parler, etc. Donc, de manière générale, les impacts qu'on retrouve, c'est la lenteur, l'impact sur les performances, la fatigabilité, la pénibilité, la difficulté à avoir suffisamment d'attention à mobiliser sur ce qu'on peine à faire et sur le reste. Et tout ça va avoir un impact au niveau psycho-affectif, de confiance en soi, de l'estime de soi, du sentiment d'être capable et risque d'avoir un impact du coup sur l'engagement scolaire. Donc c'est un peu voilà ce qu'il faut aller rechercher. C'est pas toujours enfin là c'est un tableau un peu dramatique que je dresse, mais en tout cas il faudrait être sensible à ça pour aller rechercher. Après tout n'est pas toujours si difficile. Top. Alors merci pour ces explications. Du coup, alors il y a une question de Christophe qui nous demande que pensez-vous de la méthode ABA et pourquoi n'est-elle pas développée en France? Camille, je te laisse voir si tu veux qu'on enchaîne sur ça maintenant ou si on peut plutôt développer ou si on peut revenir vers cette question-là un petit peu plus tard. Mais je pense qu'effectivement, alors c'est une méthode qui a surtout été développée pour les personnes, les enfants avec autisme, si ma culture générale de la neurodiversité est bonne. Donc c'est une bonne question. On peut peut-être la garder juste pour revenir un petit peu sur le cadre général que tu viens de dresser. Donc c'est vraiment très bien expliqué. Pour moi, en tout cas, ça explique d'une manière vraiment très logique et tout à fait enfin très compréhensible. Et je pense que n'importe quel prof pourrait comprendre enfin le pourquoi du comment des difficultés des enfants et sans qu'on rentre dans le détail de chaque profil, puisqu'effectivement, donc moi, bon, il y a des choses qu'on appelle des troubles, comme tu disais, même si j'essaye
on essaye en général d'éviter ce mot parce qu'il est connoté assez négativement, mais donc c'est pour ça que je parle de profil. On n'aura pas forcément le temps de rentrer dans le détail de chaque profil, mais cette question qu'on nous pose, comment est-ce que je peux aider mon enfant? Est-ce qu'il y a des choses que les parents, avant qu'on passe à la partie discussion avec les enseignants, est-ce qu'il y a des choses que les parents, des conseils généraux en fait que tu pourrais donner aux parents pour aider leurs enfants à passer ce cap? Est-ce qu'ils sont adaptés pour l'école classique? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, juste rapidement, peut-être, donc sur ABA, la méthode ABA, on reviendra. Par contre, concernant la question de Patrick Hueneau, donc la dyscalculie, c'est pareil. Sur les chiffres, pareil, c'est une difficulté pour la mise en place cette fois-ci du sens du nombre. Le sens du nombre, c'est ce qui permet d'estimer une quantité. C'est surtout ça. D'estimer les quantités, c'est vraiment ce qui est lié à la représentation du nombre. Donc ça, c'est la dyscalculie. Et après, il y a les dyscalculies secondaires. Si j'ai une dyslexie et que j'ai du mal à lire les lettres, je peux aussi avoir du mal à lire les chiffres. Et donc, ça va avoir un impact sur les mathématiques. Donc là, on parle de dyscalculie lexicale. On retrouve ça aussi dans la dyspraxie visio-spatiale. Si j'ai du mal à me représenter l'espace, je vais avoir des difficultés en géométrie notamment. Je vais avoir du mal à poser mes opérations. Donc là, on parle de dyscalculie visio-spatiale. Donc ça, c'était juste l'aparté. Mais la dyscalculie pure, hein, c'est les enfants qui ont du mal à mettre en place, à automatiser ce sens du nombre et d'avoir une chaîne numérique, donc 1, 2, 3, 4, etc., qui soit stable. C'est des difficultés de représentation du nombre. Maintenant, il y a deux autres choses avant de répondre à ta question de comment les aider qui sont essentielles parce que je me dis, il y a peut-être des personnes qui se posent la question de est-ce que mon enfant aurait un trouble qui n'aurait pas été diagnostiqué. Donc, s'il y en a, deux choses très importantes qui peuvent faire évoquer ce type de trouble, c'est d'une part le caractère permanent. C'est pas quelque chose, par exemple, si vous avez un enfant qui en primaire avait pas de difficulté, collège, ça allait, et puis d'un coup d'un seul, il arrive plus à lire, il écrit très mal. Alors, ça peut être soit un trouble qui a été compensé jusqu'alors parce qu'il est intelligent et qui compense avec son intelligence et finalement, même s'il avait du mal parfois un peu à écrire, ça passait à l'as parce qu'il avait quand même des bonnes notes et qu'on s'intéresse pas trop aux élèves qui ont des bonnes notes. On se demande pas trop s'il y a un trouble, ça roule, donc on s'intéresse pas trop à ça. Et donc parfois, il arrive qu'on diagnostique tardivement parce qu'à un moment donné, malgré son intelligence, il aura plus les ressources pour accélérer, pour gagner en efficacité, en rapidité, et il risque de chuter. Donc là, on peut se poser la question, mais globalement, quand même, c'est quelque chose qui est stable dans le temps. Et par contre, chez un jeune où dans tous les bulletins scolaires, depuis la primaire, sont mentionnés les difficultés en orthographe, les difficultés en lecture, les difficultés dans le passage à l'écrit, les difficultés de concentration ou autres, si vous voyez que vous avez des commentaires comme ça récurrents, assez précis sur une même chose depuis la primaire, là, on peut quand même se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas un trouble, soit de l'attention, soit de la dyslexie, donc la lecture, soit la dyspraxie, le graphisme, et ainsi de suite. Ensuite, dans les grandes lignes, donc pour comment aider son enfant, j'aurais envie de... il y a tellement de choses à dire, mais en gros, vraiment, c'est plutôt d'éviter les conséquences négatives de tout ça. Les conséquences négatives, c'est vraiment sur la représentation que l'enfant a de lui-même, de ses capacités, la confiance en soi, quelque part, et la conséquence négative sur l'investissement scolaire. Si je rencontre beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés, et que c'est comme ça que c'est formulé par les personnes autour de moi, mes profs qui me disent que c'est pas assez bon, mes parents qui me disent c'est pas assez bon, fais plus d'efforts. Si je rencontre trop de ça, alors que c'est pas qu'une question d'efforts, alors il y a les efforts, et il y a certains enfants qui peuvent être et dyspraxiques et ne pas faire d'efforts, mais malgré tout l'enfant dyspraxique, même quand il en fait des efforts, c'est moins productif. Et si j'ai beau essayer parfois, mais que même quand j'essaye parfois, on me dit c'est pas bien, ça va pas, travaille plus, je risque de me sentir très incompris. Mais maman, papa, j'essaye, je fais des efforts, mais ça marche pas. Je risque de me sentir très seule. Maman, papa, j'essaye, ça marche pas. Et il y a personne pour m'aider parce que tout le monde me dit que ça suffit pas. Et se sentant seule, incompris et démunie, parce que moi aussi, je sais pas comment m'y prendre. J'ai beau essayer, ça marche pas et je sais pas comment faire autrement. Le risque, c'est que je me désengage et que je me braque. Et là survient la difficulté, les conflits autour des devoirs, l'enfant qui n'a pas envie de travailler, qui gigote, qui joue, qui essaye de différer le moment de passer au travail. Donc, de vraiment faire attention déjà à ça,
de prendre le temps d'essayer de comprendre avec le jeune qu'est-ce qui coince. Ça, c'est la première étape, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Et c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup au sein de Psyadom, donc qui est une structure d'accompagnement psychopédagogique au sens où on va vraiment faire attention à accompagner le jeune dans sa globalité et sur les aspects techniques, ses instruments, quels sont ses outils cognitifs, comment il apprend, quelles sont ses stratégies, etc. Et aussi sur la représentation de soi, la connaissance de soi et sur la confiance en soi. La métacognition, donc on utilise beaucoup. En gros, c'est l'analyse de son fonctionnement et de ses stratégies. Et très simplement, en termes des bases de métacognition, sur quelque chose qu'on pourrait mettre en œuvre assez facilement, c'est plus compliqué que ça, mais globalement, ce qu'on peut commencer à faire déjà, c'est se poser avec son enfant et d'essayer d'analyser avant de dire c'est un manque de travail, c'est un manque d'effort, de prendre le temps, un peu comme un travail de détective, d'essayer d'analyser, mais quelles sont les ressources et quelles sont les difficultés de mon enfant. Pour pouvoir mettre un peu en confiance un enfant, ce qu'on conseille, nous, c'est d'abord de travailler sur les ressources. Donc, si vous avez un enfant qui a des difficultés dans telle ou telle matière ou dans tel ou tel type de travail, déjà essayer de voir s'il n'y a pas un exercice qu'il a réussi à faire, s'il y a un contrôle sur lequel il a eu une plutôt bonne évaluation, et de prendre le temps avec lui d'évaluer quelles ont été ses ressources. Qu'est-ce qui lui a permis d'avoir ce bon résultat? Parce qu'un jeune qui est dyspraxique, il a d'autres ressources par ailleurs. Il est peut-être très logique, très créatif, peut-être qu'il a une bonne mémoire. Donc, d'essayer d'identifier d'abord quelles sont ses ressources pour pouvoir un peu le mettre en confiance. Il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Malgré tout, tu as des choses en toi, tu as des ressources en toi, tu as des outils que tu vas pouvoir exploiter. Et ensuite, de s'attarder sur les difficultés, de prendre en main, vraiment de mettre les mains dans le cambouis, de s'asseoir à côté de lui et de voir justement où est-ce que ça coince, quelles sont ses difficultés, de pouvoir l'amener à les identifier plus précisément et d'essayer ensuite, en fonction du besoin, de trouver des réponses. Ce travail de métacognition, il a vraiment comme objectif, d'une part, d'identifier ce qui va bien, quelles sont ses ressources, parce que face à un enfant qui arrive pas, souvent on a des paroles généralisantes. Tu fais pas assez d'efforts, ou bien on se sent très démuni, je sais pas comment t'aider. Donc, on a tendance à être dans quelque chose d'un peu, le risque est d'être dans quelque chose de dramatisant ou de trop généralisant. S'asseoir avec lui et prendre point par point. Qu'est-ce qui fonctionne? Quelles sont ses ressources? Quels sont les points de difficulté? Et ça va permettre aussi aux jeunes d'éviter les généralisations et d'éviter le type de représentation qu'on entend souvent en consultation de je suis nul, à quoi bon, j'y arriverai pas. Non, je suis intelligent comme mes camarades. Ça, je sais faire, ça, je sais pas faire. Bon, sur ce que je sais pas faire, voyons ce qu'on peut mettre en œuvre. Donc ça, c'est vraiment un point important d'essayer d'être dans ce travail de détective et de questionner le jeune, de le faire avec lui et de l'amener petit à petit à identifier ce qui va pas pour faire attention à son estime de soi, qu'il soit pas dans quelque chose de trop généralisant, trop négatif. Et puis, ça va aussi l'engager à être dans une position active. Je m'intéresse à mon fonctionnement, je m'intéresse à ce qui va bien, je m'intéresse à ce qui va pas. Et ensemble, on essaye de trouver des solutions. Et ensuite, c'est un peu du test and learn. J'essaie une nouvelle stratégie et on voit avec papa, maman ou je vois tout seul si je suis grand. Est-ce que cette stratégie est efficace? Si elle ne l'est pas, soit par moi-même, je la modifie, soit je redemande de l'aide à papa, maman, un copain de classe si je suis un peu plus grand, un prof, etc. Mais voilà, de vraiment faire attention, d'autant plus que on voit tout un tas de ressources qui circulent par rapport aux différents troubles. Mais un élève, c'est jamais une dyspraxie ou c'est jamais un dyslexique. Il a ce trouble-là, mais il a voilà, chaque dyspraxique malgré tout est un peu différent. Donc, de prendre le temps de vraiment être dans du concret et de regarder avec lui pendant ses devoirs ou de reprendre ses contrôles avec lui, qu'est-ce qui va pas, ça permet d'être au plus proche de ses difficultés. Alors qu'en plaquant des solutions type je sors ma case dyspraxie, je sors ma case dyslexie, etc., le risque, c'est de mettre en place des aménagements qui seraient pas utiles pour le jeune, dont il n'aurait pas besoin, et de passer à côté de certaines difficultés qu'il pourrait avoir. Et finalement, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est, alors comme dit Patricia, il y a de la valorisation positive puisque voilà, on se concentre et on lui permet de prendre conscience de ce dans quoi il est bon naturellement. Et il y a aussi de la responsabilisation en fin de compte, puisque effectivement, être dans l'action, être proactif sur ses besoins,
au lieu de faire, comme Patrick dit, des décrochages scolaires, par exemple, parce qu'effectivement, il y en a qui décrochent, ou au lieu de donner des personnes qui ont non seulement une relativement mauvaise opinion d'elles-mêmes, mais en plus, donc finalement, on ne sont plus, ont oublié qu'ils peuvent y faire quelque chose. Bah là, en fait, on éduque quelqu'un qui va être proactif et responsable de son propre chemin. Donc je trouve ça vraiment top. Donc avant de parler de ce qu'on dit aux enseignants, il y a juste eu quelques questions. Alors, il y a la méthode ABA, on va y revenir. Nolwenn qui demandait, son fils est dyspraxique, il rentre au collège l'an prochain, comment pourrais-je l'aider? Alors, Nolwenn, si tu as d'autres questions, alors tu demandes des précisions, par exemple, pour l'organisation. Si tu as d'autres précisions à demander, n'hésite pas à les marquer. Je pense que Camille a brassé le sujet sur comment l'aider globalement. Alors, Armel demande comment gérer le TDAH et le burn-out. Alors, est-ce que le burn-out peut exister chez les enfants? Ça, j'ai aucune idée. Et voilà, est-ce que tu as des choses à dire sur le TDAH et le burn-out? Donc très rapidement pour la dyspraxie et la question de l'organisation. Donc l'organisation, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas beaucoup à l'école, dans le sens où les profs le font pour nous. Et justement, cette démarche métacognitive, c'est vraiment d'engager le jeune pour qu'il soit plus actif. Et ça sera d'autant plus important parce que les personnes qui ont des troubles, c'est des choses qui sont chroniques. Donc, toute sa vie, on reste, même s'il y a des choses qui peuvent évoluer, on reste un peu dyspraxique, un peu dyslexique, etc. Et donc, toute sa vie, ça sera important qu'il puisse faire à sa sauce. Pour faire à sa sauce, trouver les stratégies qui fonctionnent pour soi. Encore faut-il pouvoir se poser la question de sur quoi est-ce que je dois trouver des stratégies. Donc, de l'engager et de le mettre dans une position active à identifier quelles sont les difficultés et à prendre le réflexe d'essayer des stratégies, des peaufiner, etc. C'est essentiel parce que c'est des choses qui garderont à l'âge adulte et il faudra qu'ils continuent à apprendre à s'organiser. Mais par ailleurs, les difficultés d'organisation, on n'apprend pas ça à l'école, on n'apprend pas ça au collège. Et donc, effectivement, les jeunes qui ont des troubles 10, ils arrivent au collège en 6e. C'est hyper chaud parce que c'est difficile pour tout le monde. N'importe quel élève qui passe de la primaire au collège, c'est compliqué parce qu'au collège, il faut être plus organisé, plus autonome. Il faut planifier son travail parce que parfois, les profs ne se concertent pas. Donc, le lundi, je peux avoir 10 exercices à faire parce que j'ai 3 d'histoire, 2 de physique, etc. Et puis le mercredi, rien. Donc, c'est à l'élève de planifier son travail pour pouvoir répartir le travail dans la semaine, prendre de l'avance le week-end, etc. Donc, ça demande quand même beaucoup d'autonomie dans ces stratégies. C'est bon pour tous les élèves. Et globalement, l'organisation, ça va être d'une part l'organisation du matériel. Et ça, c'est utiliser des codes couleurs. J'ai une petite croix rouge sur tous mes cours d'histoire. Comme ça, je sais que la Croix-Rouge, hop, pochette d'histoire, ce type de choses. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait trop de temps, mais vous pouvez trouver facilement des choses, des ressources, je pense, sur Internet là-dessus. Donc, c'est organisation des affaires avec des codes couleurs. Ritualiser, ritualiser, ritualiser. Donc, on fait toujours les choses de la même manière. Comme ça devient automatique. Et le piment de la vie dans l'originalité, on peut le mettre ailleurs que dans la gestion des affaires de cours. Donc, pour ce qui est des cours, on ritualise et on fait vraiment tout le temps de la même manière. Avoir un planning de sa semaine pour savoir quel cahier je prends tel jour avec des codes couleurs à nouveau. Donc, sur mon planning, le cours d'histoire est en rouge et mon cahier d'histoire est en rouge. J'ai une cohérence dans les codes couleurs. Et l'organisation, c'est aussi l'organisation du temps. Donc, à nouveau, le planning est très utile. Et ce qui marche bien, c'est chez les ados, en plus, qui vont prendre un peu large des parents et qui sont pas forcément non plus encore dans une autodiscipline qui va leur permettre de rester assidus dans leur travail, mais qui supportent pas que papa, maman viennent les rappeler à l'ordre. Ce qui peut fonctionner pas trop mal, c'est d'avoir des codes couleurs séance de travail, séance de détente, parce que ça permet à l'ado de voir, bon, bah, même si je travaille 1 heure par jour, j'ai encore ça de détente. Donc, on peut avoir le bleu de travail à la maison et par exemple le jaune de détente. Et en tant qu'ado, je suis rassurée parce que je vois que même si je travaille un peu, j'ai plein de temps pour me détendre et faire autre chose. Donc, l'organisation, c'est avant tout l'organisation des affaires, l'organisation du temps et utiliser des rituels est important. Pour ce qui est du TDAH et du burn-out, donc on parle de plus en plus du burn-out scolaire. En fait, il y a quelque chose qui est important à avoir en tête et on en parlera dans la deuxième partie avec les aménagements scolaires. C'est la question de ce qu'on appelle un syndrome d'inadéquation scolaire. L'inadéquation scolaire, c'est l'inadéquation entre ce qui est attendu et ce que je peux fournir. Et quand j'ai un trouble des apprentissages
ou bien quand j'ai des lacunes, parce que je peux aussi avoir des lacunes sans avoir de troubles, parce que j'ai vécu une année compliquée l'année passée, parce que j'ai subi du harcèlement scolaire et que j'étais plus disponible psychiquement pour apprendre, parce que il y a des choses compliquées qui se passent à la maison, parce que j'ai déménagé et que le début de l'année, j'étais surtout occupée à comment je vais me faire des copains, etc. Donc, pour plein de raisons aussi, on peut avoir des lacunes en dehors d'un trouble. Et quand on n'a pas ce qu'il faut pour répondre aux exigences, soit parce qu'il y a un trouble et qu'on est ralenti dans l'exécution de son travail, soit parce qu'on a des lacunes, le risque, c'est un syndrome d'inadéquation scolaire où je suis plus en mesure de répondre. Et donc, je vais m'angoisser, je vais m'épuiser, je vais être dans un état de stress scolaire. Et en dernier lieu, je peux être en burn-out scolaire avec beaucoup de stress, avec un sentiment d'épuisement mental, avec une représentation assez cynique vis-à-vis des apprentissages, mais à quoi ça sert, en quoi ça va être utile pour moi, etc. Donc, que ce soit dans le cadre de troubles neurodéveloppementaux, donc tous ces troubles, 10, TDAH, etc., ou bien que ce soit un jeune qui, pour X raisons, a accumulé des lacunes, et quand même passer tant bien que mal, parce que maintenant on ne redouble plus et c'est une bonne chose, et à la fois parfois peut-être que c'est pas une si bonne chose, parce qu'il y a des jeunes qui se trouvent très largués. Il y a un risque effectivement de stress scolaire et de burn-out scolaire dans certains cas. D'accord. Alors, effectivement, donc il y a quelques questions sur des méthodes. Alors, il y a Abba de tout à l'heure. Donc, c'est Christophe qui repose une question aussi. Traitement à base d'ozone. Alors ça, je ne connais pas. Donc, je veux bien que Christophe explicite. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc Christophe, si vous voulez nous en parler dans le chat, ça serait top. Alors, l'utilisation d'huiles essentielles. Je ne sais pas si tu t'y connais, Camille. Non, alors moi je connais les médicaments, enfin j'ai une formation médicale classique. Après, les huiles essentielles, j'ai peu de patients qui utilisent des huiles essentielles, mais si ça fonctionne, eh ben ça fonctionne et il faut le garder. J'ai certains patients qui utilisent des fleurs de bac. Alors pareil, c'est très très loin de ma formation et moi je suis plutôt très pragmatique, donc je crois pas forcément, ou voilà. En théorie, je serais pas forcément, je croirais pas forcément à l'efficacité de ces méthodes-là, sauf que ce que je constate, c'est que ça peut être efficace et que j'ai des patients qui me disent que c'est très efficace. À partir du moment où ça marche, gardez-le. Si les huiles essentielles fonctionnent, faut le garder. Les fleurs de bac, j'ai des jeunes patients qui me disent que ça marche très bien pour le sommeil et l'anxiété. Bon, et ben tant mieux. De toute façon, c'est pas nuisible, il y a peu d'effets secondaires, donc il faut garder les solutions qui fonctionnent. Alors, pour moi, juste petite parenthèse, pour moi, le vrai pragmatisme, c'est ça, en fait. Hein, c'est OK, je constate qu'il y a une corrélation entre effet et cause. Mais personnellement, moi, j'utilise des huiles essentielles. Juste du coup, je me permets de faire cette parenthèse. Alors, je ne suis plus une enfant, mais ce que je sais pour avoir discuté avec des phytothérapeutes notamment, il faut quand même faire très attention et ne surtout pas en abuser. Et moi, j'en utilise pas beaucoup, mais il y en a qui marchent super bien pour certaines choses, d'autres qui n'ont aucun effet. Mais voilà, donc juste petit point d'exclamation, il faut quand même bien faire attention sur les quantités et sur les mélanges, etc. Donc voilà. Il faut faire attention, ça peut être des vagues notions que j'ai. Je crois que ça peut être allergisant, donc faire attention à ça. Ouais. Et en plus de ça, ça peut avoir un impact. En tout cas, on déconseille les huiles essentielles, notamment pendant la grossesse, parce que ça peut avoir un impact sur le développement fœtal. Et chez les tout petits, où la barrière cutanée reste assez poreuse, ça pourrait peut-être avoir des impacts également. Donc, peut-être prendre l'avis d'un médecin un peu spécialisé là-dedans avant de se jeter sur les huiles essentielles. Tout à fait. Voilà. Alors, Patricia demande que pensez-vous de la Ritaline souvent prescrite pour les TDAH? Alors, juste avant que tu répondes ou pas à cette question, c'est éventuellement, enfin, c'est pas tout à fait dans le sujet. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on laisse du temps pour les aménagements scolaires. Si tu as voilà, une réponse à donner, Camille, je te laisse complètement carte blanche là-dessus. Je voulais juste faire un petit. C'est vraiment du cas par cas, savoir avec un médecin. Voilà, c'est un médicament et qui peut être bon, mais ça reste un médicament et qui est prescrit seulement dans certaines indications. Ok, alors merci. Alors du coup, j'enchaîne avec donc. Est-ce que éventuellement peut-être que tu peux parler maintenant de la méthode ABA ou tu préfères le laisser pour plus tard? Donc la méthode ABA, elle se développe quand même de plus en plus en France, vraiment.
Moi, je vois pas mal de jeunes avec autisme et ils ont, là, pour la plupart, ils ont ce type d'accompagnement. Et en gros, c'est une méthode assez comportementale d'apprentissage explicite. Et c'est ce qui est nécessaire pour les jeunes qui sont dans ce trouble du spectre de l'autisme. Autant on parlait d'automatisation tout à l'heure, il y a des apprentissages qui se font naturellement. Quand il y a un trouble, quand il y a, ou dans d'autres profils, ça se fait pas naturellement. Il faut que ce soit un apprentissage explicite. Et c'est le cas de certaines compétences pour les jeunes avec jeunes enfants avec autisme, où on va leur apprendre explicitement certains des codes sociaux, etc. Parce que naturellement, implicitement, cet apprentissage-là, pas d'autres, mais en tout cas cet apprentissage-là est plus compliqué. Donc, c'est des méthodes qui sont bien et qui reposent sur un apprentissage explicite et là, surtout des comportements. Pour les jeunes avec autisme, c'est complété, donc il y a les méthodes ABA et après, sur tout ce qui est justement des compétences sociales, des habiletés sociales, etc., il y a des groupes d'habiletés sociales. C'est intéressant parce que ça se fait en groupe et que les enfants avec ce fonctionnement autistique peuvent se sentir très différents, très isolés à l'école, de rencontrer d'autres personnes qui ont un fonctionnement similaire, ça peut vraiment être un soulagement pour eux parce que c'est pas humain de se sentir seul, totalement isolé et différent de tous. On a tous besoin de pouvoir s'identifier à quelqu'un. Et pour ces enfants, ça peut aussi avoir cet effet bénéfique de leur permettre de rencontrer d'autres jeunes qui ont des fonctionnements similaires. Et dans ces groupes, donc, on apprend justement les codes sociaux, les habiletés sociales, etc. sur un apprentissage explicite. Encore une fois, pour la majorité des enfants, ça se fait implicitement. Ils baignent dans le milieu et dans ces règles-là et ils apprennent, ils captent ces règles de manière naturelle. Oui, tout à fait. Alors effectivement, comme tu disais tout au début, je ne sais plus comment tu l'as appelé, un défaut d'automatisation. On a du mal à automatiser certaines choses. Moi, je le constate même maintenant, à 36 ans, effectivement, il y a des trucs que je ne peux pas apprendre, même si je peux les voir plein de fois dans le même genre de circonstances. Il y a des choses que j'ai l'impression que je n'apprendrai jamais parce que pour moi, chaque situation est différente et du coup, enfin bref. Revenons à nos enfants. Patrick disait ritualiser, quand tu parlais d'installer des rituels pour l'organisation. Nous, les Asperger, nous savons faire. Alors, c'est la remarque que je voulais faire tout à l'heure. Finalement, c'est bon aussi pour d'autres types de particularités en plus de l'autisme, donc pas seulement l'autisme. Et effectivement, peut-être que, alors Nolwenn, on pourra en reparler si tu veux, parce qu'on se connaît. Et effectivement, il y a des petits rituels d'organisation à mettre en place qui sont, si ton fils en a besoin. Mais effectivement, je pense qu'il y a pas mal d'astuces à piquer chez les parents d'enfants autistes, éventuellement, parce qu'ils ont voilà, les enfants qui ont vraiment besoin de rituels, ils peuvent pas fonctionner sans. Alors, risque de phobie scolaire, oui. J'ai rencontré moi pas mal de parents qui parlent de leurs enfants qui ont des phobies scolaires. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter là-dessus, Camille, ou si c'est. Non, devant un jeune en phobie scolaire, il y a vraiment deux choses à rechercher systématiquement. C'est du harcèlement. Et les jeunes ne parlent pas du harcèlement. Ça, c'est vraiment une caractéristique du harcèlement, c'est que c'est sous couvert, c'est à l'abri des regards et que les victimes mettent du temps à en parler. Donc, il faut toujours le rechercher dans quelque chose d'un peu proactif, sans être non plus intrusif. Dire à un jeune, est-ce que tu te fais harceler à l'école, ça va être compliqué à accueillir. Par contre, lui demander un peu comment ça se passe à l'école, quel est le climat de la classe, quelle est l'ambiance entre les élèves, est-ce qu'il a déjà vu des élèves se faire embêter par d'autres, d'y aller tranquillement, mais à rechercher aussi parce que les jeunes qui ont ces profils-là peuvent subir du harcèlement et sont certainement un peu plus à risque que d'autres parce que justement il y a cette différence de fonctionnement et que le harcèlement est quand même souvent soutenu par la question de la différence, que ce soit les différences dans le fonctionnement, différences dans les compétences scolaires, donc le meilleur de la classe dans un milieu où on est plutôt dans une classe qui serait dissipée, le premier de la classe, il peut être harcelé. Le dernier dans une classe où la performance scolaire serait très valorisée, ou bien des différences sociales, etc. Donc, toujours rechercher le harcèlement. Et la deuxième chose qui doit être recherchée chez un jeune en phobie scolaire, c'est un trouble des apprentissages, un trouble 10 qui serait passé inaperçu jusqu'alors. Justement parce que ce syndrome d'inadéquation scolaire dont on parlait tout à l'heure peut donner lieu aussi à une forme d'épuisement ou à des angoisses de performance très importantes qui vont faire qu'à un moment donné, ça sera compliqué de rester investi dans sa scolarité.
Après, il peut y avoir aussi d'autres choses familiales, etc. Mais toujours rechercher harcèlement et profil atypique comme ça face à un tableau de refus scolaire anxieux. Top. Alors du coup, je propose, il y a une question qui nous permet aussi d'enchaîner sur cette deuxième partie. Alors Armel qui dit rapport au corps enseignant, comment en expliquer les troubles et ne pas avoir l'air d'excuser. Et effectivement, donc comment est-ce qu'on parle au corps enseignant de nos enfants? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on ne dit surtout pas? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Camille? Oui. Alors c'est vrai que c'est une question. Je pense qu'il faut être déjà dans sa tête. Être clair, et tous les parents le sont parce qu'ils connaissent leurs enfants, que l'enfant, c'est pas juste un TDAH sur pattes ou une dyslexie sur pattes ou autre. L'enfant, c'est un cerveau qui a une spécificité de fonctionnement, mais c'est aussi il y a tous les autres aspects, sa famille, enfin son environnement familial, des aspects psycho-affectifs, le goût de l'effort, l'autodiscipline, les angoisses de performance. Enfin, il y a tous ces enjeux aussi qui vont colorer l'investissement scolaire du jeune et donc les efforts qu'il y met et donc ses résultats. N'empêche que d'avoir ça en tête, bon, c'est sûr qu'on peut pas on va pas chercher à tout excuser, et ça serait pas sain, ça serait mal accueilli par l'enseignant et à juste titre parce que ça serait pas sain pour l'enfant d'excuser tous les manquements d'un enfant par son TDAH, par son trouble ou autre, pour le protéger quelque part peut-être, mais ça serait pas sain parce que ça va pas l'aider ensuite à dépasser ses difficultés et à gagner en autonomie. Donc peut-être d'être dans quelque chose de très factuel et très concret, et c'est comme ça qu'on le présente nous dans les demandes de projets d'accueil personnalisés, dans les certificats médicaux. On a une approche très médicale, très factuelle de la chose, à savoir ce jeune a tel trouble et chez ce jeune, ce trouble se manifeste par telle difficulté dans les apprentissages et au vu des difficultés que lui rencontre, il faudrait tel aménagement. L'idée, puis on va pouvoir être clair et explicite dans quelles sont les manifestations de tel trouble chez tel enfant, parce qu'encore une fois, les manifestations ne sont pas toujours les mêmes d'un enfant à l'autre. Et plus on va articuler la demande d'aménagement à la difficulté, à la manifestation du trouble, plus ça fera sens pour l'enseignant. De juste dire il a un TDAH, donc il faut tout ça, bon, c'est peut-être compliqué à accueillir. Par contre, de dire il a un TDAH et de ce fait, il a du mal à mobiliser son attention ou il a du mal à mobiliser durablement son attention, il a besoin de bouger pour pouvoir et de faire des pauses régulières pour recharger ses batteries. On comprendra mieux. Il est très distractif par ce qui se passe autour de lui. On comprendra mieux pourquoi on voudrait qu'il soit au premier rang de la classe à côté d'un élève calme pour pas être trop distrait par son environnement. Pourquoi c'est impératif qu'il puisse avoir ses récrés même s'il n'a pas terminé son travail parce qu'il a besoin de faire des pauses pour recharger ses batteries. Pourquoi il a besoin de temps supplémentaire ou plutôt d'exercice en moins dans les contrôles parce que du fait de la lenteur liée à la moins bonne mobilisation de l'attention, il n'arrive pas à terminer ses contrôles. Si on explique très factuellement les choses, très concrètement en articulant la demande à la manifestation ou au besoin, ça sera peut-être plus facilement entendu. Après, ce qui est compliqué, et il y a quand même, ce qui est heureux, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'enseignants qui sont sensibilisés à tout ça, parce qu'il y a de plus en plus d'actions de sensibilisation, de formation, etc. sur ces troubles. Donc, il y a quand même de plus en plus d'enseignants qui connaissent et du coup, qui ont une interprétation juste de la chose. Si Marie travaille pas, ou si Marie gigote en classe, c'est pas qu'elle est pas gentille, qu'elle fait exprès ou qu'elle est insolente, c'est qu'elle a cette hyperactivité-là. Donc, il y a de plus en plus de profs qui ont des justes interprétations de la manifestation de l'enfant. Et le risque, quand on connaît pas ces troubles, c'est d'avoir des interprétations erronées des comportements de l'enfant parce qu'on interprète avec son cadre de connaissance et avec son cadre de référence. Si j'ai aucune idée du TDAH et que je sais pas que ce truc existe, face à un enfant agité, je vais me dire il est immature, il pense qu'à jouer. Si je sais que ça existe, je vais peut-être pouvoir avoir une autre interprétation de la manifestation. Donc, il y a de plus en plus d'enseignants qui sont sensibilisés, mais pas tous. Donc, il y a encore des enseignants avec qui c'est difficile de travailler. Maintenant, c'est aussi utile de prendre contact avec le chef d'établissement ou avec le médecin scolaire. Les médecins scolaires connaissent, ils ont des formations là-dessus. Les chefs d'établissement, je pense que de plus en plus ils connaissent parce que c'est quand même des sujets qui sont sur lesquels l'éducation nationale communique.
Donc voilà, dans ces cas-là, c'est aussi trouver l'intervenant qui pourra écouter, accueillir, comprendre, etc. Mais quand c'est compliqué à mettre en œuvre avec l'enseignant, vraiment de solliciter le médecin scolaire, ou bien il y a des référents au rectorat que vous pouvez également solliciter. Donc appeler le rectorat pour pouvoir savoir à quel interlocuteur vous pouvez vous adresser pour que des aménagements puissent être mis en place. Après, il faut aussi avoir en tête que ces aménagements, certains pourront être mis en place, mais pas forcément tous, parce que c'est juste pas possible pour l'enseignant, en fait, de mettre en place tous les aménagements, surtout quand il y a 5, 6 élèves qui ont un PAP. Donc, il y a aussi ça qui est compliqué. Ok, et une question deux questions en fait qui me viennent, qu'on m'a déjà posées également. La première, c'est par exemple si un enseignant est un petit peu résistant, ne souhaite pas en fait écouter ou nie un peu ce que dit le parent, ou exige de voir le diagnostic. Est-ce qu'il a le droit d'exiger de voir un diagnostic officiel? Et si jamais l'enseignant ne veut rien entendre, est-ce qu'il y a des choses à dire ou à faire particulièrement? Vraiment de passer par le médecin scolaire. D'accord. Effectivement, l'enseignant, il n'a pas, enfin, vous n'êtes pas dans l'obligation de délivrer le diagnostic. Ce qui est aussi quelque part problématique parce que parfois les enseignants, ils ont une liste d'aménagements, mais ils ne savent pas pourquoi. Ah ouais. Parce qu'ils n'ont pas de diagnostic. Donc, en fonction de la relation de confiance que vous avez en enseignant, si vous êtes en confiance, je pense que ça vaut le coup de lui dire quand même qu'il sache pourquoi c'est important, enfin que ça fasse sens pour lui. Mais en tout cas, si c'est compliqué avec un enseignant, que vous n'êtes pas en confiance, que vous vous sentez démuni, que vous ne savez pas comment communiquer avec lui, à ce moment-là, de solliciter le médecin scolaire. Et de vraiment avoir en tête que c'est utile de sensibiliser les enseignants, qui sachent que votre enfant a telle ou telle difficulté. C'est utile de les outiller en leur donnant des pistes d'aménagement, parce que certains enseignants ne savent pas quels aménagements pourraient être utiles. Et en ça, le PAP, le projet d'accueil personnalisé, va leur donner des pistes. Donc, c'est utile pour eux. Après, il faut vraiment avoir en tête que, autant en primaire, ils peuvent être plutôt pas mal mis en place, autant à partir du collège, c'est beaucoup plus compliqué parce que vu que c'est plein de profs différents, vous allez peut-être avoir un ou deux profs qui vont vraiment jouer le jeu, mais peut-être que la majorité des profs le feront pas parce qu'ils l'ont pas en tête, parce qu'ils ont trop d'élèves, parce qu'ils sont moins soucieux de tout ça que en primaire. Donc ça, c'est vrai que l'arrivée au collège, c'est aussi important que le jeune puisse être le plus outillé possible pour être le plus autonome possible. Encore une fois, dans cette problématique d'inadéquation, il y a d'une part les exigences et les ressources. Les exigences, on va essayer de travailler là-dessus justement avec le PAP, que les exigences soient revues à l'école grâce aux aménagements pédagogiques. Ça, donc en primaire, il n'y a pas de problème. Après, c'est un peu plus compliqué. Donc, il va vraiment insister sur la partie ressources, d'augmenter les ressources pour que le jeune puisse répondre plus facilement aux exigences qui sont attendues de lui. Et dans cette partie ressources, ça peut être aussi des stratégies de compensation, par exemple la mise en place d'un ordinateur qu'on va introduire dès le CM2 pour que le jeune soit totalement autonome sur l'ordinateur s'il y a une dyspraxie. Ça peut être utile aussi dans la dyslexie. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles et qui vont du coup augmenter les ressources, en tout cas compenser les difficultés du jeune, qui sera plus à même par lui-même avec son ordinateur de répondre aux exigences. Ok, top. Alors, j'en profite pour on avait demandé une précision à Christophe sur les injections d'ozone, enfin sur les traitements par l'ozone. Donc, il nous explique un petit peu. Donc, ce sont des injections rectales d'oxygène et de gaz d'ozone destinées à reconstruire le deuxième cerveau du corps humain, à savoir le système digestif. L'ozone permet d'accélérer le métabolisme et donne une meilleure immunité et améliore la coordination moteur. C'était utilisé par les poilus, guerre de 14-18, blessés, donc par les poilus blessés, dans les tranchées pour la reconstruction accélérée des organes. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ces explications. Donc, par rapport à la question du microbiote, donc le deuxième cerveau, l'intestin, par rapport au cerveau. Donc, le microbiote, ça renvoie à ça. Donc, il y a pas mal de travaux de recherche qui sont en cours sur les troubles du neurodéveloppementaux et les perturbations du microbiote. Mais on est vraiment au tout début. Et concernant les traitements sur ces points-là, à ma connaissance, ça n'a pas encore été testé. Ça a été pas mal testé dans l'obésité, dans d'autres troubles. Mais sur ces troubles-là, à ma connaissance, non. En tout cas, pas depuis dernier congrès que j'ai eu là-dessus. Ça devait être il y a 1 an et demi et il y avait des recherches, mais pas de traitement. Donc, ça reste très, très expérimental.
tout comme d'autres types de prise en charge, notamment le neurofeedback, pour ceux qui ont entendu parler du neurofeedback, qui reste, alors c'est très prometteur, mais ça reste quand même assez expérimental encore, et notamment au niveau des machines qui sont utilisées, il faut faire attention parce que certaines machines commencent à être assez performantes, d'autres le sont pas du tout, et du coup on est surtout dans du placebo. Mais bon, si le placebo fonctionne, pourquoi pas, mais le neurofeedback c'est quand même assez coûteux en termes de temps, d'argent, etc. Donc faire attention, ça aussi c'est très expérimental. Et donc pour cette question du microbiote, en tout cas, les traitements qui sont en train d'être développés sur cette partie microbiote, testés dans l'obésité ou autre, ça existe en comprimé maintenant. Donc clairement, si on peut éviter l'intrarectal pour les enfants et les ados, je pense que c'est mieux. Et les recherches visent à faire des comprimés, ça arrive dans le tube digestif, tout pareil, pour agir justement sur le microbiote. Alors, en effet, en revanche, petite parenthèse, alors sachant que je n'ai aucune formation scientifique sauf mon bac, mais je constate chez beaucoup d'adultes, puisque c'est surtout avec des adultes que je discute dans le cadre professionnel, qu'il y a effectivement beaucoup de personnes. Alors, je vais surtout parler de personnes avec autisme qui ont des allergies alimentaires ou des troubles alimentaires, et lorsqu'on s'en occupe, et j'en fais complètement partie, il y a des difficultés qui sont vraiment atténuées. Encore une fois, je dis ça juste avec mon expérience, la mienne et celle de beaucoup de personnes avec qui je discute, mais sans appuyer aucune théorie ni quoi que ce soit. C'est juste vraiment un constat. Donc, je prends des pincettes. Alors, il y avait Marie-Joëlle qui demandait est-ce qu'un travail sur les réflexes archaïques, est-ce que quelqu'un travaille sur les réflexes archaïques pour aider et gérer les troubles 10? Je ne sais pas si tu connais quelque chose là-dessus. Camille? Non. Alors, c'est quelque chose d'un peu d'assez émergent, mais c'est moins dans la médecine traditionnelle, on va dire. Je connais moins. D'accord. Alors, Sophie qui nous parlait de la phobie scolaire et précise qu'elle est correspondante de l'association Phobie scolaire. Donc, bon, voilà, si ça intéresse certains, Nolwenn, avec plaisir, contacte-moi à la sortie du webinaire. Marilyn nous parle du harcèlement qui est très mal identifié et reconnu par les enseignants. Alors, l'EN, l'Éducation nationale, a fait beaucoup de guides et d'infos, mais en vérité, il n'y a pas de reprise par le corps enseignant. Pour notre propre expérience, la mobilisation et l'engagement étaient initiés, mais très vite finalement abandonnés. L'avantage et le souci, c'est que chaque prof est indépendant dans ses démarches, en fait, quelque part, même s'il y a des impératifs à respecter. Mais c'est vrai qu'après, la personnalité de chacun joue, l'implication de chacun joue. Et donc, voilà, je comprends très bien cette remarque, et je ne sais pas si on peut vraiment forcer. Harcèlement, vous pouvez donc évidemment, enfin, ce qui est essentiel, c'est que les adultes soient informés. Ensuite, de se rapprocher du chef d'établissement pour signaler la situation de harcèlement. Si les choses ne sont pas, enfin, si les choses qui devraient être mises en œuvre ne le sont pas, à savoir faire cesser le harcèlement pour protéger l'enfant, et puis accompagner aussi le jeune pour voir quid de son vécu et être attentif à sa bonne intégration au décours de la situation de harcèlement. Si rien n'est fait, à nouveau, vous pouvez vous rapprocher du rectorat. Le rectorat peut mandater un psychologue spécialisé dans ces questions-là au sein de l'établissement scolaire, qui va rencontrer le chef d'établissement, qui va accompagner le chef d'établissement dans ses démarches, qui pourra aussi intervenir en classe pour sensibiliser les jeunes au harcèlement, comment le reconnaître, comment réagir quand on est témoin, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'osent pas réagir en tant que témoin. Et ça a aussi un impact pour eux, parce que c'est pas rien d'assister à une scène de violence et d'être démunis, ne sachant pas comment réagir. Donc, c'est important aussi de pouvoir accompagner les témoins ou de les former. Donc, si les choses sont pas mises en œuvre, d'appeler le rectorat, il y a une cellule qui peut intervenir. Après, ça marche pas dans tous les cas, mais moi, j'ai eu pas mal de situations où ça s'est bien passé grâce à cette cellule-là. Ok, alors il y a deux questions qui s'enchaînent sur le HP. C'est pas tout à fait les mêmes, mais je vais les lire toutes les deux. Alors, une question, donc pourra-t-on aborder la question de l'accompagnement au niveau maternel, enfant THPI dans mon cas, donc THPI pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est très haut potentiel intellectuel, au-dessus de, il me semble, 140 de QI, donc enfant THPI dans mon cas, avance marquée, retrait en classe, peu confiant dans ses performances, enseignant peu investi car l'enfant dépasse le niveau demandé.
Et du coup, une autre question qui s'enchaîne sur le HP, comment justifier les aménagements lorsque on est HP, donc pas de diagnostic, donc c'est pas considéré comme un trouble, comme tu disais Camille. Donc l'enfant a 16 de moyenne. Comment justifier comment demander et justifier les aménagements? Ouais. Alors par rapport à cette question-là, donc tout dépend des besoins du jeune, mais s'il y a des besoins, je ne sais pas quels seront d'ailleurs, ce sera intéressant que Ahmed puisse spécifier un peu plus, mais à nouveau d'avoir un certificat médical ou d'un psychologue. C'est souvent un certificat médical qui est demandé pour les PAP ou pour les PPRE, plan de projet personnalisés de réussite éducative, qui sont parfois mis en place pour les jeunes à haut potentiel, avec quelque chose de très factuel. Un HP, il peut avoir une dyspraxie, et donc on va quand même soulager les cris, on va quand même donner un tiers-temps, etc. Parce que au-delà de la question des performances, comme on l'a discuté tout à l'heure, il y a aussi la lenteur, la fatigabilité, le risque d'épuisement, l'impact sur la confiance en soi, etc. Et un certificat médical un peu explicité et détaillé sur ces points-là devrait permettre aux enseignants d'entendre que, OK, il a des bonnes notes, mais par ailleurs, il peut être à risque de décrochage ou de phobie scolaire ou je ne sais quoi, parce qu'il y a des angoisses de performance qui sont importantes ou parce qu'il y a un risque d'épuisement, etc. Donc, tout ça, ça reste important. À nouveau, si ça ne peut pas se mettre en place de manière fluide avec les enseignants, faire appel aux médecins scolaires ou faire appel aux référents au potentiel. Normalement, dans toutes les académies, il y a un référent au potentiel qui peut vous aider dans ces démarches-là, qui peut vous guider, etc. Ensuite, pour la question de Natacha, pareil, c'est compliqué, faudrait en savoir un peu plus, mais en gros, alors donc pour les enfants à haut potentiel, il y a des choses qui ont été mises en place par l'Éducation nationale et notamment ce qui est préconisé, c'est de pouvoir accélérer les parcours ou de pouvoir répondre aux besoins de stimulation des enfants en complexifiant les choses. Enfin, il y a tout un tas de pistes qui sont proposées. Maintenant, déjà que les choses sont pas forcément bien mises en place pour les 10 et pour le TDAH, c'est vrai que pour les jeunes à haut potentiel, c'est quand même encore plus délicat. En maternelle, en pratique, à part un saut de niveau ou d'être dans des classes multiniveaux, je pense pas, enfin, je vois pas bien comment une institutrice pourrait individualiser et enrichir. Enfin, je suis pas sûre que ça puisse se faire. Ça sera vraiment au bon vouloir de l'institutrice et de ce qu'elle pourrait mettre en œuvre. Donc, ce serait plutôt éventuellement un saut de classe. Après, pour les difficultés d'intégration scolaire, ça peut être si c'est lié à un manque de confiance en soi, si c'est lié à de l'anxiété. La sophrologie est intéressante à cet âge-là, donc un abord corporel de l'anxiété, etc. C'est intéressant à cet âge-là. Après, la difficulté avec les enfants à haut potentiel, c'est qu'il y a souvent un décalage entre leur centre d'intérêt et les centres d'intérêt de leurs camarades du même âge, avec des enfants qui vont être passionnés par, je sais pas, l'histoire ou par l'Égypte ou je ne sais quoi, alors que tous les autres enfants de leur âge s'intéressent aux Pokémon. Je caricature, mais du coup, c'est compliqué d'interagir et de se faire des copains quand on ne partage pas les mêmes centres d'intérêt. Et pour ces enfants-là, OK, c'est peut-être qu'à l'école, ils n'ont pas de super bons copains, voire peut-être qu'il y en a quand même un, parce que peut-être qu'il y a un autre enfant dans le spectre potentiel dans la classe ou un autre enfant avec qui ils peuvent accrocher. Par contre, c'est peut-être possible de mettre en place, en tout cas en dehors de l'école, des activités sur des choses qui les intéressent particulièrement pour qu'ils puissent au moins se faire des bons copains en dehors de l'école. Top. Alors, il y a des commentaires qui sont des partages d'infos, donc je rediffuse à la salle au fur et à mesure. Alors, Elisabeth qui pose une question sur la MDPH. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Qui permet de mettre un diagnostic sur ces troubles pour une reconnaissance MDPH à l'âge adulte, à partir de 18 ans, quand aucun diagnostic n'a été prisé par les PRI qui ont accompagné depuis l'enfance. Camille, si tu comprends, je te laisse répondre, sinon c'est un médecin, c'est soit un psychiatre, soit un neurologue pour les adultes, donc c'est psychiatre ou neurologue spécialisé dans ces troubles qui va faire le certificat MDPH, qui demandera peut-être qu'il y ait un bilan orthophonique, psychomoteur ou autre pour appuyer ces diagnostics, mais il y a c'est très fréquent qu'on diagnostique ces troubles à l'âge adulte aussi, parce qu'il y a encore quelques temps, on ne connaissait pas, ou très peu, on parlait peu de ces choses-là. Donc, ça m'arrive encore de poser des diagnostics à des adultes de 50 ans pour une dyspraxie, une dyslexie, un TDAH. Donc, oui, c'est possible et il faut voir un médecin un peu spécialisé dans tout ça qui va remplir le certificat médical MDPH
pour une allocation, pour une RQTH ou autre. Top. Alors Muriel qui demande alors que j'étais enseignante en CM1, j'ai soupçonné une dyspraxie chez une de mes élèves. Après confirmation par le médecin, j'ai demandé un aménagement avec l'ordinateur à ma directrice et elle a refusé. À qui aurais-je pu m'adresser? Donc à nouveau le médecin scolaire, toujours. Et puis il y a Myriam qui avait fait un commentaire un peu plus bas. Donc, rappelant donc les interlocuteurs, c'est le médecin scolaire et puis également le rectorat. Donc là, elle parlait de l'inspecteur pour les enfants sous handicap, mais le rectorat qui peut aussi vous aider parce qu'il y a des référents quand même qui peuvent intervenir sur ces questions-là. Et l'ordinateur, autant en CP, CE1, CE2, on va plutôt favoriser généralement la psychomotricité pour permettre aux jeunes de gagner en agilité dans son écriture, autant dès le CM1, on peut commencer à l'introduire pour que le jeune, justement, on en parlait tout à l'heure, soit complètement autonome quand il y a une dyspraxie à l'entrée en 6e. Donc, c'est pas inadapté d'envisager l'ordinateur dès le CM1. C'est des choses qui se font. Top. Alors Patrick qui dit qu'il faut que les adultes soient informés et conscients. Oui, je suis d'accord. Parce qu'il y a les yaka faucons, j'y ai eu droit. Oui, bah oui, Patrick, c'est des problèmes qu'on rencontre. Je suis bien d'accord, même au travail. Alors, d'autres commentaires que je rediffuse à la salle parce que c'est des infos. Oui, Armel, justement, qui disait donc par rapport à son enfant à haut potentiel dysgraphique, il y avait une dysgraphie importante. Donc là, si on a un bilan, donc parfois d'avoir des bilans, même si c'est pas nécessaire au diagnostic, d'avoir un bilan, ça aide à faire passer les choses. Mais si on a un bilan d'une psychomotricienne ou d'une ergothérapeute qui montre qu'il y a une dysgraphie quantitative, c'est-à-dire que l'écriture, la vitesse d'écriture est significativement plus lente que par rapport aux enfants du même âge, avec des chiffres, parfois on peut quand même on arrive quand même à faire passer des messages que oui, il y a des très bonnes notes, mais il y a cette lenteur et il y a des aménagements qui sont nécessaires. Ok, merci. Alors Sophie, oui, bien sûr pour les liens, je viens de vous répondre en privé. Alors ensuite, il y a des infos au-dessus de. Alors Florence Paris qui dit au-dessus de 145. Alors j'imagine que c'est pour le THPI. Camille, je ne sais pas si tu as vu d'autres questions. Alors, je sais, après, il y en a d'autres qu'on a déjà traitées, ayant également assisté en tant qu'enseignante à un harcèlement dans la classe de mon collègue, car je le remplaçais. J'ai alerté ma directrice et rien n'a été fait. Bon, ben voilà, je pense que Camille a répondu à pas mal concernant les interlocuteurs. Puis il y a d'autres conseils d'interlocuteurs. On pouvait aussi décloisonner effectivement dès la maternelle. Donc, c'est soit le saut de classe, soit le décloisonnement, de pouvoir avoir des temps aussi dans une classe du niveau supérieur pour les enfants à haut potentiel. Alors, Stéphanie qui nous dit, pour ma fille étudiante et HPI, j'ai fait une RQTH pour qu'elle puisse avoir des aménagements à la fac. Alors, effectivement, en plus, il y a des facs ou écoles qui s'occupent vraiment très, très bien de leurs étudiants avec RQTH. Donc, je pense que c'est une très bonne action et ça peut vraiment servir. Alors, juste pour préciser, j'ai pas mal de jeunes aussi étudiants. Je trouve que c'est presque plus facile d'avoir des aménagements des examens à la fac ou dans le supérieur que pour le brevet ou pour le bac. Et ça passe pas toujours par un dossier MDPH. Souvent, un simple courrier type comme on faisait des PAP, un simple certificat médical suffit pour qu'il puisse y avoir des aménagements des examens. Donc, à vérifier systématiquement avec le pôle santé ou le pôle handicap de l'école ou de l'université pour ce qui est du supérieur. Ok. Alors, Linda, ma fille a une dyslexie et une dysorthographie. L'enseignante me dit qu'il faudrait un ordi pour passage en 6e. Son orthophoniste me dit que la plupart du temps, les enfants avec ordi, reconnaissance vocale, comme cela, fait du bruit. Donc, sont installés en fond de classe, ce qui peut accroître l'isolement et l'investissement scolaire. Alors, que faire, ordi ou pas? Alors ça, je sais pas. En tout cas, j'ai jamais posé la question explicitement aux jeunes avec ordi de où est-ce qu'ils étaient installés en classe, mais j'ai jamais eu de retour par rapport à ça, ni des jeunes, ni de leurs parents. Et je pense que si à chaque fois ils étaient au fond de la classe, j'aurais eu des retours. Donc, je pense pas que ce soit le cas dans toutes les classes. L'ordinateur, il y a deux choses. Il y a la reconnaissance vocale, mais il y a aussi les correcteurs d'orthographe. Et pour les dysorthographiques, là où c'est intéressant, c'est que un jeune qui prend ses cours mal orthographiés
et qui révise des cours mal orthographiés, il va consolider la représentation mal orthographiée du mot. Donc, ça va pas l'aider à progresser. Alors qu'avec les correcteurs orthographiques, etc., il a un feedback immédiat quand il écrit, quand il orthographie mal un mot. Il a un feedback immédiat indiquant qu'il a fait cette erreur. Et ne serait-ce que ce feedback immédiat, ça va provoquer un signal d'erreur dans le cerveau qui va favoriser l'assimilation de la bonne orthographe. Et surtout, il va relire et relire des cours qui seront bien orthographiés. Donc, c'est vrai que pour les dysorthographiques, l'ordinateur peut être intéressant pour ça, pour les correcteurs d'orthographe. Alors, il y a des personnes qui demandent, c'est juste une question technique, y aurait-il un replay? Alors oui, bien évidemment, et je sais qu'on est en train de dépasser le temps, donc on a déjà perdu quelques personnes en route, ce qui est normal. Vous aurez bien évidemment un replay disponible sur YouTube dans les jours qui viennent, donc surtout ne vous inquiétez pas. Alors, Sophie a partagé le lien de sonasosphobiscolaire.org, donc je l'ai repartagé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Finalement, dans le supérieur, les choses ont été lues plus lentes, mais se mettent en place maintenant. Alors, effectivement, ça colle aussi un petit peu en partie avec un commentaire de Patrick qui disait dans les années 70, personne ne parlait de neuroatypicité. C'est vrai que, comme on a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est en plein dans l'effervescence de ces sujets-là qui sont de plus en plus vus, lus, discutés, proposés un peu partout, enseignés, etc. Donc je pense que dans quelques années, ça sera plus peut-être plus évident, plus clair, plus limpide en termes de démarche. Aujourd'hui, il y a tellement d'interlocuteurs différents, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Mais c'est ce que j'essaie de dire un petit peu à chaque webinaire quand les gens disent oui mais comment je fais maintenant, bah il y a peut-être des situations où les solutions sont moins évidentes à trouver. Bon, j'en parle surtout par rapport aux adultes parce qu'on est un peu plus peut-être capable de relativiser par rapport à ça, dans le sens où on fait partie des générations qui essuient un peu, qui sont en train de défricher un terrain. Donc on a pas mal de difficultés auxquelles on trouvera pas forcément de réponse tout de suite, quoi. Mais l'espoir pour nos enfants est bel et bien là. N'est-ce pas? Les personnes à solliciter, il faut retenir le médecin scolaire, le rectorat que vous pouvez solliciter, les associations aussi, notamment quand il y a des parents qui ont des questions assez précises de quel intervenant, quel thérapeute, quelle école, dans quelle école scolariser mon enfant, etc. Souvent, les associations, elles ont des blogs ou des forums, des espaces d'échange. Et entre parents, on peut aussi s'aider. Les parents d'une région savent que dans telle école, ils sont assez friendly, entre guillemets, avec les dys, que les PAP sont bien mis en œuvre, alors que dans d'autres écoles, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, moi, je les oriente beaucoup vers les associations qui ont aussi cette expertise de terrain et qui peuvent être de bons conseils. Et sinon, vraiment, le médecin scolaire et le rectorat. Alors, Jérôme demande s'il y a des pôles handicap pour le collège et le primaire, ou est-ce que c'est médecin scolaire, etc. Médecin scolaire, rectorat. D'accord. Nathalie qui devait nous laisser. Alors, je demandais, la dyslexie et dysorthographie peuvent-elles être créées par des méthodes d'apprentissage inadaptées? On pourrait avoir les mêmes manifestations, c'est-à-dire on peut avoir un enfant qui ne sait pas lire ou mal écrire parce qu'il y a eu des carences éducatives. Il n'a pas été éduqué, entre guillemets, sur cette question du langage écrit de la bonne manière. Mais alors, c'est un diagnostic différentiel. Quand on parle de dyslexie, dysorthographie, les manifestations ne peuvent pas être expliquées par des carences éducatives, par un enfant qui serait pas scolarisé ou à qui on enseignerait mal l'apprentissage de la langue. C'est un diagnostic différentiel. Alors, on nous demande aussi, quand l'enfant a un blocage pour entrer dans l'écriture, quel est le bilan à privilégier, ergo ou psychomoteur? Et c'est dans le cadre, c'est dans un contexte dyslexie plus HP. Alors, de manière schématique, après, chacun fait à sa sauce. Donc, il y a des ergots qui font un peu de la psychomote et des psychomotes qui font un peu plus comme des ergots. Mais de manière schématique, l'ergothérapeute, elle va amener des stratégies de compensation, des outils, notamment l'ordinateur. Donc, c'est intéressant pour les grands enfants de primaire en vue de l'entrée au collège, où il va falloir qu'ils compensent rapidement pour être efficaces rapidement. Alors que la psychomotricité, on va plus être sur de la remédiation, donc travailler le tonus musculaire, la régulation du tonus, travailler le geste, etc. Et donc ça, c'est intéressant, surtout en début de primaire, pour essayer de faire en sorte que le jeune puisse progresser, qu'il puisse développer, qu'il puisse avoir un geste
plus juste, plus efficace. Par contre, en CM2, si c'est toujours très, très compliqué, on va plutôt passer à de l'ergo parce que on va vouloir mettre en place des stratégies de compensation efficaces là tout de suite pour le collège. Donc, pour les petits, plutôt psychomotricité. Enfin, ça, c'est mon avis. Et pour les plus grands, ergothérapie. Top. Et alors, dernier commentaire de Vanessa qui nous parle de l'APEL, Association des parents d'élèves de l'enseignement libre. Donc, l'APEL a un service école inclusive. Je travaille à l'APEL du Limousin pour accompagner les parents dont les enfants sont scolarisés dans le privé. Donc, voilà, si cette info peut être intéressante pour quelqu'un. Alors du coup, il y a Muriel qui te demande à toi, Camille. Je vous laisse peut-être prendre contact. Donc j'ai vu sur LinkedIn que vous proposez des formations sur les différents troubles neurodéveloppementaux. Quelles seraient vos prochaines dates de formation? Donc voilà, Camille qui donne son adresse mail, top. Ouais, peut-être un petit mot. On propose 2 types de formations. Il y a des formations pour les psychologues, neuropsychologues, etc., qui souhaitent se former à la psychopédagogie, donc cette approche globale des apprentissages. Et il y a des formations pour les parents, enseignants, plus grand public, pour ceux qui souhaitent se former sur donc les troubles des apprentissages, le harcèlement, etc. Top. Et Anne, donc, qui donne aussi son adresse Psyadom. Super. Bah, un grand merci. Il est 13h41. Nous allons quand même clore cet échange qui a été absolument fabuleux, très, très riche. Un énorme merci, Camille. Désolée pour les commentaires ou remarques qu'on n'a pas lus. Je pense qu'on a répondu à peu près toutes les questions. J'espère. Donc, sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Et un grand merci à tous les participants également pour pour avoir rendu tout ça très dynamique et très sympa. Et donc, le replay sera disponible d'ici, je dirais, la fin de la semaine au plus tard, d'ici vendredi au plus tard. Et voilà, Camille, un immense merci. Merci à vous. Ravi qu'on puisse enfin faire cette formation. Exactement, c'était vraiment top. Donc ça promet. Donc on peut maintenant être sûr que si on organise un autre truc ensemble, ça va être génial. Voilà. Donc super, merci encore et à très bientôt. Merci. Et bonne journée. À bientôt. Ah oui, et je vais mettre la petite slide que je vais essayer. Ah oui, ouais. Je vais essayer. Si j'y arrive. C'est plus à titre de test. Alors pour info pour les autres, c'est vraiment plus à titre de test. Donc voilà. C'est pour nous. C'est un private. Une prochaine formation avec de jolies illustrations. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que test, voilà. Je n'ai pas réussi à l'uploader en amont. Donc, alors PDF. Je prends la version PDF et on voit ce que ça va donner si on voit quand même nos têtes en même temps que la... Tu vois, il y a 40 personnes qui restent pour observer le test. Odile est toujours là pour regarder. Odile d'être là. Odile qui travaille sur l'association Police Scolaire, qui est top, que j'aimerais bien voir rapidement. Mais on se rappellera avec Odile. Alors, test. Start. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, bah si, on voit nos petites têtes en bas pendant que la slide est en train de... Désolée de ne pas y avoir pensé plus tôt, Camille, mais j'étais absorbée par le... Tu me diras sur l'enregistrement si nos têtes apparaissent avec la slide. C'est aussi ça qui m'intéressait. Oui, oui, bien sûr. Bon. Bon, écoute, on verra parce que je ne vois pas très bien. Ça doit être ma connexion. Okay. Et désolée parce que ma connexion n'est pas très bonne. Donc slide, bon bah ça. En tout cas là, tu vois bien nos têtes? Oui, non, je vois nos têtes, mais je vois pas la slide. Ah, moi non plus, ça upload et je pense que c'est ma connexion qui est en cause. Okay. Bon, pas terrible. Bon, bah, en tout cas, si vous avez, si les parents adultes avec qui tu travailles ont des questions aussi, enfin, d'autres questions et plus spécifiques, avec plaisir pour faire ça marche. Je les renvoie vers toi sans aucun souci. Bon, oui, attention sur un thème plus spécifique. Si besoin.
Oui, ça marche très bien, avec plaisir. On en reparle. Écoute, si ça te gêne pas, je pense que de toute façon sur l'enregistrement, on verra que ça tournait pour la slide, donc on verra si on voit nos Ouais, têtes ouais, ou pas. ouais, ça Je marche. sais pas pourquoi ça marche pas. Ouais. Je vais stopper le live et voilà. Encore merci. À très vite. Ok, à bientôt. Ciao, ciao.